Catherine Loubier, Raphaël Jacob, Michel Cauger, bonsoir. 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 Je vais le faire encore quelques temps, Catherine, mais de moins en moins. Mais je rappelle aux gens que vous êtes l'ex-délégué général du Québec à New York. Vous êtes à Los Angeles, mais en fait, vous n'êtes pas à Los Angeles ce soir, vous êtes à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Donc, vous vivez aux États-Unis et votre point de vue nous intéresse. Raphaël et Michel, je ne vous présente plus, mais voilà. Bientôt, Catherine, je ne vous présenterai plus, mais bientôt. 6 jours avant ce débat, donc premier débat qui arrive très exceptionnellement tôt dans la joute électorale américaine, donc à CNN jeudi soir. Je vais vous parler d'argent. D'abord, est-ce qu'on a raison de faire ce lien? On a eu les chiffres, on va les voir à l'écran. M. Trump dépasse au mois de mai le financement populaire. Dépasse à 141 millions, dépasse M. Biden. Est-ce que ça montre, c'est une bonne jauge pour montrer l'appui que ces deux hommes ont? Je commence avec vous, Catherine. Ben oui, en fait, hein, ça donne un signal que ça va bien, évidemment, là, mais c'est pas tout à fait surprenant. La campagne de M. Trump va bien. Il a passé à travers le pire. Il multiplie les rencontres avec des leaders dans les poches de voteurs desquels il veut se rapprocher. Il rencontre aussi il fait des encaissements, pas juste des rapprochements. Là. Il a rencontré aussi la classe affaires ces jours-ci. Il y a même eu, comme on dit en français, un balado avec les tops de la finance pour montrer en fait hein, qu'il est compétent et qu'il peut prendre le job de président malgré ces jours difficiles en justice. Là. C'est très important, le mot que vous venez d'utiliser, Catherine, Raphaël et Michel, c'est puis toutes ces rencontres, on en a parlé il y a 2 semaines avec ces gros bonnets de la finance. Il veut montrer qu'effectivement, il est compétent puis qu'il n'est pas totalement imprévisible et qu'il veut les rassurer. Raphaël? Premièrement, lorsque Catherine parle de poche d'électeurs, il y a quelque chose qui vient de sortir en fin d'après-midi qui mérite vraiment d'être mentionné. Pour la toute première fois de l'histoire, littéralement, là, on aurait, lors de la convention républicaine le mois prochain, le président des Teamsters, un des plus importants syndicats, qui s'adresserait à la convention. Lorsqu'on parle de coalition électorale qui montre des signes quand même, somme toute, encourageants présentement pour M. Trump, ça, c'est un sacré signal qui mérite d'être mentionné. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est, par contre, de l'argent de façon beaucoup plus large, est-ce que c'est un signe d'appui populaire? Pas nécessairement. Et c'est surtout pas nécessairement un signe que le candidat qui a plus d'argent dans sa carrière électorale à la fin de la course va l'emporter. Le meilleur exemple, ironiquement, qu'on peut servir, c'est 2016, alors que Mme Clinton avait pu compter sur beaucoup plus d'argent que M. Trump. Évidemment, on connaît le résultat. Ce que je crois que ça illustre vraiment d'abord et avant tout dans ce contexte-ci, c'est à quel point le verdict, justement, de culpabilité criminelle contre M. Trump a galvanisé sa base. Donc, ce n'est pas nécessairement en soi un signe que l'électorat, de façon plus générale, approuve ou aime M. Trump, mais certainement que ça a frustré, que ça a galvanisé ses électeurs les plus motivés. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ce lien-là, je crois? Parce que c'est la toute première fois depuis le début de cette course-là que M. Trump dépasse, et somme toute assez largement, M. Biden au sommet, au chapitre, de la récolte de fonds. C'est dur de ne pas faire un lien entre les deux. Bien voilà, Michel sait, parce que j'aurais dû le préciser, mais c'est la première fois qu'il le dépasse autant, M. Trump, par rapport à M. Biden. Donc là, il y a comme un signal qui est envoyé. Il y a quelque chose qui se passe, mais vous savez, il y a 3 semaines, 1 mois, il y avait des articles de journaux qui disaient « Est-ce que Biden va être capable d'acheter l'élection? » Littéralement, tant il avait une avance sur M. Trump. Là, c'est l'inverse. Par contre, le mauvais côté pour M. Trump de ça, c'est qu'une grande partie de cet argent-là est rentré dans les 48 heures suivant sa condamnation au tribunal. Alors, c'est, comme disait Raphaël, les plus motivés, les plus crinqués qui n'acceptent pas le jugement du tribunal. Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est une tendance lourde ou si c'est gonflé par ces électeurs-là dans les 48 heures suivant la condamnation? On verra le mois prochain. Mais pour l'instant, c'est ça. Puis un petit mot sur les Teamsters. Ils ont déjà appuyé les républicains, entre autres M. Nixon en 72 et tout ça. Donc, les Teamsters, c'est pas exactement l'aile la plus progressiste du mouvement Labour aux États-Unis. Mais il va les prendre. Non seulement il va les prendre, il va les prendre. C'est quand même la première fois que le président s'adresse à une convention nationale républicaine. C'est pour ça que je me permettais de le mentionner. Mais c'est absolument vrai. Mais encore une fois, pour faire un petit bout de chemin sur ce que Michel vient de mentionner, si on prend le cas Nixon,
ça devrait être encourageant pour M. Trump. Nixon a gagné 49 États sur 50 en 72. Je suis en train de vous dire que c'est le sort qu'attend M. Trump, mais c'est un bon signe. Bon, l'allure des sondages, Trump était furieux contre un sondage Fox. On va voir la courbe du sondage Fox. Il dit, le dernier, il dit, les sondages de Fox News ne m'ont jamais traité équitablement parce que là, on montre Biden qui est à 2 points de plus. Alors, il a envoyé promener Fox, ce qu'il fait assez régulièrement. Sinon, je vais vous montrer après le dernier dans les États clés, mais pour le national, disons, Catherine, ça reste serré, disons. C'est très serré, mais je pense que quand on va regarder les États clés, les États serrés aussi, c'est un peu la même chose, là, mais on voit que Trump est fort là où ça compte. On va le mettre tout de suite. On va le mettre tout de suite, les chiffres, là, comme ça, les gens vont les voir en même temps. Donc, ça, c'est dans les Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie et Wisconsin. Avantage Trump partout, donc. Dans certains cas, Pennsylvanie, c'est serré, mais avantage Trump partout. Oui, Catherine. L'autre chose, c'est qu'on voit aussi dans certains sondages, c'est discutable, mais c'est quand même une tendance, et mes collègues sont d'accord pour dire ça, c'est que M. Trump fait très bien avec le vote noir, le vote hispanique, mais aussi avec les jeunes. C'est comme un détachement qu'on voit dans la campagne de M. Trump. Et puis aussi, on est à un moment là, où les sondages visent aussi des enjeux là, derrière la vitre. Les sondeurs des War Rooms des 2 campagnes présidentielles sont très chirurgicales dans les enjeux sur lesquels ils vont appuyer pour aller chercher ces nouveaux votes-là, mais aussi dans les États clés. C'est une science assez précise là, ces jours-ci, ils mettent beaucoup d'argent et de temps dans cette analyse-là pour bien camper les faiblesses du candidat adverse et peaufiner les narratifs pour la campagne jusqu'au mois de novembre. C'est ça. Puis on va parler tout à l'heure des objectifs de chacun, donc à 6 jours de ce débat. Mais sur les États clés, Michel C., donc M. Trump, quand même, doit être galvanisé par les chiffres qu'il voit. Non pas que c'est tellement différent, mais c'est que ça tombe du même côté depuis un certain temps pour lui. C'est exactement ça. L'importance dans les sondages, c'est la tendance. Et la tendance, c'est pour M. Trump actuellement. Mais remarquez que tous ces sondages-là sont dans la marge d'erreur de 3 % des sondages. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Là. Quand vous voyez 1 point d'avance, là, ça pourrait être 2 points de retard, puis ce serait pareil. Alors, il faut faire attention, mais c'est un fait que depuis quelques semaines, M. Trump a un léger avantage dans les sondages, mais c'est jamais en dessus de la marge d'erreur. Raphaël, là-dessus? Il y a un État qui n'est pas mentionné, mais qui était inclus dans les sondages menés par le Emerson College qu'on voyait à l'écran il y a un instant, et je tiens à le surligner vraiment en caractère gras, c'est le Minnesota. Pourquoi? Parce qu'au Minnesota, et je me serais, permis plus de prudence si c'était le seul sondage de la sorte, mais ça fait maintenant 2 depuis les dernières semaines où les 2 candidats sont à égalité. Michel et moi, on parlait de 1972. C'est intéressant de ressortir encore une fois cette année électorale-là. Pourquoi? Parce que c'est la dernière fois qu'un candidat républicain pour la présidence, M. Nixon, encore une fois, pour ne pas le renommer, a remporté le Minnesota. C'est un État dont M. Trump n'a même pas besoin et il serait au coude à coude avec M. Biden. Donc, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Donc, ce que ça donne comme portrait, c'est un petit peu comme Michel vient de mentionner, un contexte électoral dans lequel c'est hyper serré. Et oui, c'est possible que les sondages présentement surestiment M. Trump, mais la tendance est davantage dans son camp que dans le camp Biden. Oui, Minnesota, État progressiste, puis on se dit, bon, très bien. Alors, on est à 6 jours. On va commencer par M. Biden. Ses objectifs, donc, au cours des 6 prochains jours, il est enfermé. Je commence avec vous, Catherine. Donc, là, qu'est-ce qu'il doit faire, puis comment il se prépare pour jeudi soir? Catherine? Ah, vous m'entendez plus? Je pense qu'on a... Non, je suis là. Là, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Je répète, oui. Qu'est-ce que M. Biden doit faire, ses objectifs dans les 6 prochains jours? Il se prépare à quoi? Bien, M. Biden doit finalement repousser le contraste physique et mental que M. Trump va vouloir faire
Il doit aussi insister sur le chaos qu'une présidence 2.0 de M. Trump amènerait aux Américains, l'instabilité, le dépeindre comme un hors-la-loi, un extrémiste. En fait, il veut faire peur aux électeurs avec les thèmes comme l'avortement, ramener le Capitole, etc. Donc, c'est vraiment ça son objectif numéro un concernant M. Trump. Et lui, bien évidemment, il veut performer, il veut montrer qu'il est apte. Je pense que la grande question chez les deux candidats, c'est qui est apte à être président. Là. Ça, c'est très, très important pour le débat de la semaine prochaine. Beaucoup le non-dit, le langage non-verbal. Sera-t-il en forme? Sera-t-il comme discours de l'Union ou plutôt comme d'autres moments où il avait l'air un peu plus perdu? Raphaël, qu'est-ce qu'il doit exploiter, travailler, M. Biden? Avoir l'air vivant. Et je le dis sans aucune mesquinerie, s'il a l'air vigoureux, il aura très largement dépassé les attentes de bien des gens au-delà de ce qui va être dit. On parle souvent du contraste entre le fond et la forme. Dans le cas surtout du premier débat cette année, je vous soumettrai que d'emblée, le fond s'annonce beaucoup plus important. La forme, pardon, s'annonce beaucoup plus importante que le fond, surtout pour M. Biden, qui a à la fois plus à perdre, oui, mais aussi beaucoup plus à gagner. Vous mentionniez il y a un instant, Patrice, le discours sur l'État de l'Union. Regardez à quel point M. Biden a pu surfer là-dessus pendant des semaines. Et c'est pas parce que sur le fond, c'était nécessairement un discours révolutionnaire extraordinaire, mais il était franchement en forme. S'il peut connaître une performance comparable à ça face à M. Trump, il a possiblement à gagner. Et pour M. Biden, qui encore une fois tire légèrement de l'avance dans les sondages, il n'y en aura pas 50 autres opportunités de la sorte de bien paraître, de pouvoir potentiellement gagner quelques points aux dépens de son adversaire républicain. Là. Michel Siauger, il est enfermé d'ailleurs. Il se prépare plusieurs jours à Camp David, je crois. Quel est son objectif, diriez-vous? Avoir l'air du président qu'il était le jour du discours sur l'État de l'Union. Mais Raphaël a dit une chose importante. Il faut qu'il ait juste l'air vivant, puis ça va déjà être quelque chose. Les républicains en ont peut-être trop fait. Et à force, entre autres, de vidéos qui sont douteuses, le New York Times avait un grand papier là-dessus ce matin, on ajoute du ralenti, on change le plan de coupe, etc. Puis il a l'air vraiment d'un zombie, alors que quand ça s'est passé, vous voyez le vidéo non réformé, il était tout à fait correct. Alors, les républicains, il y a beaucoup de gens qui vont s'attendre à voir une espèce de momie qui s'en va sur le débat. S'il fait juste montrer qu'il est capable de tenir son bout, il aura gagné quelque chose. Et M. Trump, ne l'oublions pas, lui aussi fait des erreurs dans des débats. Il est capable d'exagérer un peu beaucoup. Et après un débat comme ça, tous les médias américains vont faire ce qu'on appelle de la vérification de fait, du fact-checking. Il faut qu'ils fassent attention à ça aussi, parce qu'une fois de temps en temps, il a tendance à s'égarer un peu, M. Trump. Et M. Trump a surtout l'habitude... M. Trump... Oui, allez-y, Catherine. J'allais juste dire, M. Trump, aujourd'hui, disait qu'il ne faut pas sous-estimer M. Biden. Je ne sous-estime pas M. Biden dans le sens de ce que Michel disait. Il commençait un peu à gérer les expectations, comme on dit en américain. Là. Gérer les attentes, sauf qu'il est un petit peu tard pour faire ça, parce que, encore une fois, pour rebondir sur ce que Michel vient de dire, ça fait non seulement des jours, des semaines, mais des mois que les républicains, incluant M. Trump, mettent la barre tellement basse que pour M. Biden, il y a quand même une opportunité là-dedans. Au petit fait historique à mentionner, c'est une profonde anomalie, je pense, qu'on ne réalise pas de se diriger non seulement vers un premier débat présidentiel en vue d'une élection générale qui est tenue aussitôt que ça, mais qui va inclure deux candidats majeurs qui n'ont jamais débattu dans le cadre des primaires. Ça, on n'a pas vu ça depuis les années 60. Depuis 1976, c'est-à-dire la période sans interruption. Il n'y a pas eu de débat dans lequel... Il n'était pas là, lui. Exactement. Ni du côté démocrate avec M. Biden, ni du côté républicain avec M. Trump. Donc, on dit souvent qu'un président sortant est rouillé en arrivant à son premier débat. Ça a été vrai avec M. Obama, avec M. Bush et avec M. Trump en 2020. Ça pourrait être vrai pour les deux hommes dans ce cas-ci, qui, dans les deux cas, n'ont pas débattu depuis 4 ans. Pour M. Trump, quel est l'objectif central? Est-ce que, Michel C., c'est de faire moins de caricatures, être 3-4 degrés plus calme, puis déjà, on va dire, bon, bien, il est présidentiable, Michel? Il a besoin d'avoir l'air d'un président des États-Unis. Et il ne l'est pas toujours.
Alors, à un moment donné, pour ses partisans, c'est toujours beau de le voir littéralement aller à la machette contre son adversaire, pas envoyer donc. Pour l'électeur moyen, c'est pas à ça qu'ils s'attendent d'un président. Et d'autre part, il va se faire remettre dans la figure sa condamnation criminelle. Il peut bien dire ce qu'il veut, c'est arrivé. Et il va falloir qu'il trouve une parade à ça. Et pas dire le juge est acheté, pas dire c'était dans l'État de New York, puis je ne pouvais pas avoir un procès juste et équitable dans cet État-là. Il y a des milliers de gens qui passent en procès dans l'État de New York. Il faut qu'il trouve une façon d'expliquer ça. C'est pas évident. Catherine, sur quel sujet est Trump, objectif de Trump d'abord, mais sur quel sujet il est plus sensible? Oui. Bien, l'objectif, on l'a dit, mais c'est le contraste physique et mental. Donc, physique et mental, c'est très important. Physique, on en a parlé. Mental, c'est vous avez échoué, Monsieur le Président, sur l'immigration, premier chef. Je vais le régler. Voici ce que je ferai au premier jour. Très décisif, avec presque en décrivant ses premiers décrets. Donc, il va aller là-dessus, c'est certain, la criminalité, le coût de la vie. Et puis, dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est dire que Biden est fini, que Biden n'est pas apte à être président. C'est son objectif premier. Et puis, je pense qu'on doit s'attendre à du grand président Trump, c'est-à-dire son langage habituel, coloré, des insultes, les formules qu'il a épousées dans le passé, Crooked Joe Biden, etc. Donc, je pense qu'il va vouloir déstabiliser M. Biden, qui pourrait tomber un peu dans le filet, puis perdre un peu sa contenance. Être physiquement... Oui, c'est ça, exactement, comme on l'a vu à quelques reprises. Là. Puis les machines de spin vont être incroyables. Comme Raphaël le disait, c'est une première. Je pense qu'il y a toutes sortes de méthodes maintenant, là. Ça va être quelque chose de voir ça, je pense. Oui. Raphaël, parlez-moi de Trump. Comment vous voyez sa préparation et ses objectifs? Préparation s'il y a, Patrice. Pour ce qui est de son objectif... Ben là, quand même, il va s'enfermer 2 jours, non? On verra. Je crois que Michel se rappelle autant de moi des émissions spéciales qu'on avait fait lors du premier débat entre lui et Mme Clinton en 2016, où on avait constaté en temps réel à quel point il n'était pas préparé. On verra, cela dit, à quel point il est préparé cette fois-ci. Je suis d'accord avec Catherine. Son objectif, ça va être de déstabiliser M. Biden. La question, c'est de savoir si les règles, qui sont quand même assez strictes, et là aussi qui sont différentes, pas de public présent et surtout les micros fermés lorsqu'un candidat n'a pas le droit de parole, à quel point est-ce que ça lui complique la tâche à M. Trump pour ce qui est de cet objectif-là? Et peut-être plus foncièrement, je termine là-dessus, faire en sorte que l'électeur moyen part après la soirée de jeudi en se disant que l'élection de 2024 est un référendum sur M. Biden. Si c'est le cas, M. Biden, presque assurément, va le perdre. Gros défi pour M. Trump. Alors, j'en profite pour dire aux gens que nous allons nous retrouver, vous et le public et plein d'autres invités, jeudi prochain sur RDI. On fait une grande émission avant, pendant, après, donc sur RDI. Merci, Catherine. Merci de faire ça, même si vous êtes à Tel Aviv. Catherine, on se parlera d'Israël une autre fois. Catherine Loubier, Raphaël Jacob, Michel Cauger, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.